Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Donc, bonjour, nous allons voir aujourd'hui le premier cours du dernier volet de la biologie cellulaire qui concerne un concept extrêmement nouveau quand il a été décrit à son début, qui est la mort cellulaire. Vous allez voir comme quoi il est indispensable que les cellules meurent pour que le tissu dans son ensemble puisse vivre. C'est un peu le sens du cours qui vous sera présenté aujourd'hui. L'apoptose a été découverte il y a très longtemps par Kerr en 1972 et de façon intéressante, cette notion biologique a mis au moins 20 ans avant d'être acceptée par les biologistes cellulaires et moléculaires, qu'elle s'opposait à la notion physiologique de vie cellulaire et qu'il paraissait probablement choquant que la mort cellulaire soit un phénomène physiologique. Donc Kerr avait fait cette découverte sur des descriptions morphologiques, microscopiques, où il avait observé dans des tissus embryonnaires la mort de cellules isolées, éloignées les unes des autres. Il avait donc parlé d'apoptose en référence à la chute des feuilles à l'automne. La deuxième constatation qui était présente dans l'observation princeps de Kerr était l'observation que ce phénomène de mort cellulaire survenait de façon très reproductible dans le temps, d'où la notion de programme. Donc, comme je l'ai dit au début, cette notion a mis plus de 20 ans à être acceptée et elle représente maintenant une voie extrêmement importante pour comprendre la physiologie des tissus humains ainsi que les mécanismes de pathologie comme le cancer ou les maladies dégénératives. Ce schéma résume le positionnement du phénomène de mort cellulaire dans les tissus normaux ou dans les pathologies. Un tissu normal est issu d'une balance équilibrée entre un renouvellement cellulaire, la différenciation cellulaire, l'ensemble assurant donc le fonctionnement équilibré et normal d'un tissu. S'il y a trop de prolifération cellulaire, on va se retrouver dans une situation tumorale. Au contraire, s'il n'y a pas assez de renouvellement cellulaire, pas assez de prolifération cellulaire, on va se retrouver dans une pathologie dégénérative. La compréhension du cancer ou des maladies dégénératives à travers trop ou pas assez de prolifération doit aussi s'envisager à travers l'intervention de la mort cellulaire, car le cancer, indépendamment de la prolifération, peut aussi être une diminution de l'importance de la mort cellulaire, alors que les maladies dégénératives peuvent rendre compte à une augmentation de la mort cellulaire. Donc la première description de l'apoptose telle qu'elle a été faite par Kerr et telle qu'elle reste utilisée de façon courante dans les laboratoires de biologie moléculaire était une description morphologique par opposition à la nécrose, une modalité de mort cellulaire connue depuis longtemps. Et à la différence de la nécrose, l'apoptose concerne des cellules isolées et non regroupées qui vont progressivement mourir avec un processus de condensation et de fragmentation. Les premières
manifestations morphologiques de l'apoptose se caractérisent par une compaction et une marginalisation de la chromatine nucléaire, s'accompagnant de convolutions des membranes nucléaires et cytoplasmiques avec des phénomènes de condensation au niveau du cytoplasme. Ultérieurement, le noyau va se fragmenter et chaque fragment nucléaire sera entouré d'une double enveloppe qui va définir les corps apoptotiques, qui peuvent être des éléments cytoplasmiques comme nucléaires. Ces corps vont ensuite être relargués, phagocytés par les cellules avoisinantes, en particulier macrophagiques. Et l'élément fondamental à ce niveau qui différencie l'apoptose de la nécrose est l'absence de réaction inflammatoire. Il s'agit donc d'une mort de cellules isolées qui subissent des phénomènes de fragmentation et de condensation très particuliers, l'ensemble en l'absence de réaction inflammatoire du tissu. Pour résumer, les différentes caractéristiques entre la nécrose et l'apoptose vont d'abord concerner les causes. La nécrose est induite par le danoxie, par des dommages physiques ou chimiques. L'apoptose, au contraire, renvoie à des déplétions en facteurs de croissance, déplétions hormonales ou lésions de l'ADN. Les modifications nucléaires sont caractéristiques de l'apoptose, condensation, segmentation, fragmentation ne sont pas observées dans la nécrose. Les modifications membranaires sont observées dans la nécrose, avec en particulier une perte de la perméabilité membranaire, ce qui n'est pas le cas dans l'apoptose. La mitochondrie est altérée dans la nécrose. Enfin, et ceci est fondamental, la nécrose est un phénomène subi par la cellule. L'apoptose, au contraire, renvoie à des modifications actives de l'expression des gènes, de l'expression des protéines dans la cellule, ce qui a fait parler de suicide cellulaire, au sens où c'est la cellule elle-même qui activement induit l'expression des gènes et des protéines qui sont indispensables à la mort cellulaire. Vous voyez ici l'exemple à gauche en microscopie électronique et à droite en microscopie à balayage d'une cellule cancéreuse induite en apoptose par un lymphocyte T cytotoxique. Donc le signal immunitaire va induire l'apoptose de la cellule tumorale, dont vous pouvez voir les noyaux condensés en train de se fragmenter. Donc à côté de l'analyse morphologique qui a été fondamentale pour découvrir le phénomène d'apoptose, il est extrêmement important de comprendre quelles sont les bases moléculaires qui peuvent conduire la cellule à se suicider. Les données les plus fondamentales ont été obtenues par l'étude de la génomique d'un organisme inférieur comme C. elegans. C. elegans est relativement facile à étudier parce qu'il comporte peu de cellules, parce que son génome est entièrement décrypté. Les chercheurs s'intéressant à cet organisme ont donc recherché des mutants spontanés qui pouvaient intervenir et entraîner des anomalies de la mort cellulaire. Pour se développer normalement, C. elegans a besoin de produire 1090 cellules et il a besoin d'en éliminer 131 pendant le développement. Cette première donnée d'observation qu'il existe un surplus cellulaire pendant le développement est déjà une donnée fondamentale qui renvoie à l'importance de la mort cellulaire, puisque pour bien se développer, il faut produire des cellules qui seront éliminées. C'est ce que Kerr avait observé dans les années 70. 3 gènes ont été individualisés qui, s'ils sont mutés, vont venir perturber ce programme de mort cellulaire. Ces gènes ont été
appelés SED3, SED4 et SED9. SED renvoie à C elegans et D signifie death, mort en anglais. L'intervention de ces gènes dans le phénomène de mort cellulaire et d'élimination des 131 cellules est un phénomène séquentiel qui fait intervenir SED9, puis SED4, puis SED3. Sur ce schéma est résumée l'intervention chronologique et fonctionnelle de ces gènes et de leurs mutants. Nous passons donc de 1090 cellules à 959 cellules pour que se produise un développement harmonieux de C. elegans. SED9, le premier gène mutant individualisé, doit diminuer son expression pour engager l'apoptose, la mort cellulaire des 131 cellules. SED4 va ensuite s'exprimer, puis SED3, dont l'augmentation participe à l'exécution de la mort cellulaire. Dans la description de ces trois gènes, il a donc été décrit un programme de mort cellulaire, c'est-à-dire l'association chronologique et successive de trois gènes qui ne peut être modifiée, qui va induire la mort cellulaire de façon réversible, puis de façon de plus en plus irréversible, réaliser l'exécution de la cellule qui va mourir pour être phagocytée, comme nous l'avons décrit précédemment. Alors, vous allez me dire l'intérêt d'un verre pour comprendre la pathologie humaine ou les bases normales du fonctionnement du corps humain quand on est en première année de médecine, ça n'a pas trop d'intérêt. En fait, c'est quelque chose de fondamental. À travers l'étude d'un organisme simple, dont le génome est lui aussi très simple et qu'on connaît parfaitement, on peut repérer des gènes dont l'intervention dans des fonctions vitales est cruciale, comme ici, 3 gènes qui sont primordiaux pour comprendre la mort cellulaire. On va ensuite considérer qu'il existe une conservation des gènes importants dans les fonctions qui caractérisent la vie ou la mort, et considérer qu'il existe une conservation au cours de l'évolution de ces gènes, ce qui nous amène ensuite à prendre la séquence des gènes de C. elegans, à interroger des banques de données génomiques humaines et à rechercher des homologues humains des gènes décrits comme très importants dans le phénomène d'apoptose chez C. elegans. Donc cette démarche bioinformatique, c'est-à-dire qu'elle ne génère pas d'expérience au laboratoire, mais simplement la comparaison dans les bases de données informatiques des séquences génomiques, a été extrêmement fructueuse pour C. elegans. On a pu montrer que SED9 était un homologue d'un gène dont nous allons reparler, qui s'appelle BCL2, que SED4 était un homologue d'un autre gène humain qui s'appelle APAF, et que SED3 était lui aussi un homologue de toute une famille de gènes codant pour des protéines que l'on appelle les caspases. Tous étaient des gènes humains sans fonction bien élucidée, et c'est donc grâce à C. elegans qu'on a pu repérer la fonction de ces gènes, leur intervention dans des phénomènes physiologiques et encore plus intéressant dans la pathologie, fournissant des cibles thérapeutiques importantes. Donc à travers ce qui a pu être décrit d'une façon un peu réductionniste dans C. elegans, il a pu être mis en place une modélisation de l'apoptose, une modélisation du programme apoptotique pour lequel, au plan moléculaire, on peut proposer 3 phases. Une première phase d'induction de l'apoptose qui va concerner l'intégration du signal apoptotique, une deuxième phase de contrôle de l'apoptose et une troisième phase d'exécution de l'apoptose. Vous voyez qu'à travers ce programme, c'est une régulation très complexe, une intégration
multiples des signaux qui peuvent pousser la cellule à la mort ou au contraire la pousser vers la prolifération, le but étant de réguler finement un phénomène qui va intervenir dans des pathologies aussi importantes que le cancer ou les maladies dégénératives et qui doit donc être extrêmement régulé dans la cellule normale. Le signal apoptotique peut être un signal extracellulaire, consistant dans la privation dans des facteurs qui vont assurer la survie, privation en facteurs de croissance, déplétion hormonale, ou au contraire des facteurs internes comme le stress génomique, les lésions de l'ADN. Donc ces éléments sont des éléments, on va dire, négatifs d'induction de l'apoptose. Il existe des facteurs externes pro-apoptotiques comme FAS ou le TNF-alpha ou la perforine, les granzymes B, générés par les cellules du système immunitaire pour induire l'apoptose, par exemple, des cellules tumorales. Donc la description de ces facteurs externes induisant la mort cellulaire a permis de mettre en évidence et de décrire des récepteurs de mort cellulaire, de la même façon qu'il existe des récepteurs pour des facteurs de croissance ou pour des facteurs neurotrophiques. Comme tous les récepteurs, le but est de médier un signal extracellulaire, qui va donc être médié par des médiateurs solubles de la mort cellulaire. Ces médiateurs vont se fixer sur la partie extracellulaire du récepteur. La fixation sur le récepteur va entraîner une modification de la conformation du récepteur, entraînant au niveau intracellulaire l'activation d'un signal intracellulaire de mort cellulaire qui va permettre, donc sur la partie intracellulaire du récepteur, la fixation d'adaptateurs de mort cellulaire qui vont venir activer des enzymes dont nous reparlerons par la suite, et en particulier la procaspase 8. Donc parmi ces facteurs exogènes de mort cellulaire, il faut citer TRAIL et son récepteur. Il faut aussi citer le TNF-alpha et FAS. Tous trois sont des médiateurs solubles de l'apoptose qui sont en particulier extrêmement importants dans le système immunitaire. Après la phase d'induction de l'apoptose, donc vous avez pu voir qu'elle allait consister dans l'intégration de tout ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule et qui peut constituer un signal d'alerte pour induire la mort de la cellule, c'est-à-dire pas assez de facteurs de survie, ou au contraire des anomalies, en particulier au niveau du génome, de l'ADN, qui sont des signaux pour induire la mort cellulaire afin, par exemple, de ne pas générer de cellules tumorales. Donc après cette première phase, il faut contrôler l'induction ou non de l'apoptose. Deux protéines sont fondamentales. La première est BCL2, que nous avons déjà vu comme étant un analogue des protéines décrites dans C. elegans, et la deuxième est BAX. Ceci nous amène à parler d'une notion fondamentale qui est la notion de protéine anti-apoptotique. Donc BCL2 était une protéine connue depuis extrêmement longtemps, depuis les années 85. Elle avait été identifiée comme étant hyper exprimée dans un type de lymphome plus fréquent chez l'enfant, sans qu'on puisse très bien comprendre la signification de son intervention physiopathologique dans cette maladie. Son homologie de séquence avec SED9 a permis de comprendre quel était le mécanisme de son intervention dans la genèse d'un lymphome qui est une tumeur des lymphocytes, tumeur maligne des lymphocytes, et on a pu montrer que comme SED9, BCL2 s'opposait à la mort cellulaire. Il y a donc une logique de générer une tumeur
des ganglions. Si, face à une stimulation, par exemple par le système immunitaire, des lymphocytes, BCL2 est hyperexprimé, ces lymphocytes vont proliférer et ne vont pas être induits à mourir de façon physiologique, d'où la formation d'une tumeur, en l'occurrence d'un lymphome. Alors après la description des protéines anti-apoptotiques, ont pu être décrits des protéines aux propriétés opposées. On va parler de protéines pro-apoptotiques, dont l'expression dans la cellule entraîne, déclenche la mort cellulaire. Parmi celles-ci, la protéine BAX. Comment vont s'incorporer les signaux pro-apoptotiques ou au contraire anti-apoptotiques? De la façon qui vous est illustrée sur ce schéma. BCL2 anti-apoptotique et BAX pro-apoptotique vont avoir la capacité de former des hétérodimères ou des homodimères. Si BCL2 l'emporte dans les hétérodimères, ce sont les signaux anti-apoptotiques qui vont l'emporter, ce qui est illustré à la gauche de la diapositive. Au contraire, si ce sont les homodimères BAX qui l'emportent, c'est un état pro-apoptotique qui va être favorisé dans la cellule. La troisième phase de l'apoptose, après qu'il y ait eu une intégration des signaux inducteurs de l'apoptose, puis une régulation au sein de la cellule pour décider si la juxtaposition de tous ces signaux devait in fine entraîner la mort cellulaire. Et la troisième phase, c'est-à-dire la phase d'exécution de l'apoptose, qui est une phase irréversible, qui fait intervenir des enzymes, les caspases, et un organite intracellulaire que personne n'avait eu l'idée d'impliquer dans la mort cellulaire, qui est la mitochondrie. Donc à cette phase finale de l'apoptose, les caspases sont extrêmement importantes. Il s'agissait d'enzymes dont le rôle physiopathologique, comme pour BCL2, était totalement inconnu. Il s'agit de protéases, c'est-à-dire des protéines qui coupent d'autres protéines. Il s'agit de protéases cystéines, c'est-à-dire qu'elles comportent dans leur séquence d'acide aminé de nombreuses cystéines et elles constituent l'effecteur ultime et principal de toutes les voies de transduction du signal apoptotique. Elles sont donc les exécuteurs de l'apoptose. Elles entraînent des phénomènes qui vont être totalement irréversibles, autant la phase d'induction de l'apoptose peut être réversible, autant ici, l'induction de l'apoptose ne pourra être arrêtée par aucun élément extérieur et même par l'adjonction de quantités très importantes de facteurs de croissance. Il s'agit donc d'analogues de SET3. Leur intervention se situe au niveau d'un site actif catalytique clivant au niveau de résidus aspartate. C'est une famille de molécules. Il existe maintenant des dizaines de caspases. Le but de ce cours n'est pas de vous donner un catalogue à apprendre par cœur, mais de comprendre la philosophie de l'intervention moléculaire de cette caspase. Donc, les caspases sont des protéases. Elles viennent couper d'autres protéines. Et vous imaginez bien que si ces protéases étaient actives de novo dans la cellule, elles entraîneraient un phénomène apoptotique foudroyant non régulé. Donc, qu'est-ce qui a été trouvé pour réguler l'activité de ces enzymes? Tout simplement de les faire exister dans la cellule sous forme de proenzymes inactives qui ont besoin d'être activées pour entraîner une activité protéasique. Les caspases vont donc intervenir en cascade. Après une première activation, une caspase va activer d'autres procaspases et ainsi de suite. Le site de coupure est situé après un résidu aspartate. Et ceci est caractéristique des caspases.
Pourquoi les caspases induisent la mort cellulaire? L'explication essentielle tient au substrat de ces protéases. Elles vont couper des protéines impliquées dans le maintien de l'intégrité cellulaire, ce qui explique en particulier les anomalies morphologiques expliquées et repérées par Kerr initialement, mais aussi et surtout, elles vont activer les endonucléases et donc générer une fragmentation du matériel génétique, de l'ADN, que l'on va voir d'un point de vue fondamental ultérieurement. Les caspases sont donc un effecteur extrêmement important et nous verrons qu'il peut s'agir d'une cible thérapeutique, ce qui illustre l'importance de connaître les mécanismes fondamentaux de la mort cellulaire. Des inhibiteurs chimiques de caspases ont été développés qui pourraient être des médicaments afin de neutraliser la mort cellulaire, en particulier dans les maladies dégénératives. À cette phase finale de l'apoptose, à côté des caspases, intervient la mitochondrie. Donc la mitochondrie est classiquement impliquée dans le métabolisme oxydatif. Il était donc extrêmement surprenant de l'avoir impliquée dans la mort cellulaire, avec deux points d'impact. Un premier point d'impact qui est l'existence au sein de la mitochondrie d'une concentration importante de facteurs pro-apoptotiques, comme AIF, l'apoptosis inducible factor, ou comme le cytochrome C, que vous connaissez, et dont l'implication dans l'apoptose n'avait jamais été évoquée. Sur ce schéma, vous voyez l'importance de la mitochondrie. Après l'induction de l'apoptose, la première intervention de la mitochondrie est de recevoir les dimères BCL2-BAX qui viennent s'insérer au niveau de la membrane mitochondriale et entraîner des modifications de perméabilité membranaire. Ces modifications de la perméabilité membranaire de la mitochondrie vont entraîner le relargage de facteurs pro-apoptotiques, inducteurs d'apoptose. Le premier facteur est l'AIF, qui induit directement l'apoptose. Le deuxième facteur est le cytochrome C, qui de façon étonnante va venir activer les caspases, dont on vient de voir le rôle dans l'exécution de l'apoptose. Alors, après la phase d'induction puis la phase d'exécution de l'apoptose, un élément essentiel, très spécifique de l'apoptose, est qu'il s'agit d'un phénomène discret, silencieux, qui ne génère pas de réaction inflammatoire, qui d'ailleurs est une des explications pour expliquer qu'il a fallu autant de temps pour accepter cette notion de mort cellulaire programmée. Ce silence de la mort cellulaire s'explique par le fait que les corps apoptotiques sont protégés par une membrane, qui fait qu'il n'y a pas de relargage des produits de mort cellulaire au niveau de la matrice extracellulaire. Il y a donc une prévention de la toxicité de ces produits, mais aussi par le fait que les produits de l'apoptose vont attirer les macrophages, faisant intervenir des mécanismes de reconnaissance encore mal connus, induisant donc la cellule macrophagique à dégrader spécifiquement la cellule en apoptose et à éliminer des résidus potentiellement toxiques qui auraient pu être générateurs de phénomènes. Donc la cellule en apoptose en noir va donc exprimer des motifs spécifiques qui font qu'elle est reconnue par la cellule macrophagique, appelée par les anglo-saxons des Eat Me Flag, donc des drapeaux qui incitent le macrophage à venir manger la cellule en apoptose. Ceci va donc permettre une élimination des déchets, ce qui ne déclenchera pas de réaction inflammatoire. Ceci va aussi permettre un phénomène extrêmement important qui est la présentation au système immunitaire de la cellule en apoptose, ce qui va éventuellement, secondairement, permettre à l'organisme d'être immunisé
contre les éléments intervenant de façon causale dans la mort cellulaire, qu'il s'agisse de virus ou qu'il s'agisse de mutations de gènes impliqués dans le cancer. Il existe 2 voies moléculaires intervenant dans l'apoptose, une première voie intrinsèque et une deuxième voie extrinsèque. Donc sur ce schéma, vous pouvez voir les 2 voies intrinsèques et extrinsèques intriquées et intervenant dans le phénomène de l'apoptose. Donc en haut, la voie extrinsèque avec l'intervention de facteurs solubles de mort cellulaire qui viennent se lier sur des récepteurs et qui viennent activer par l'intermédiaire d'adaptateurs de mort cellulaire la procaspase 8. Donc la procaspase 8 est le premier intermédiaire de l'apoptose activé par les voies extrinsèques. Comme nous l'avons vu, les procaspases activées vont libérer des caspases qui vont venir en cascade activer d'autres caspases. Dans ce contexte, la caspase 8 va activer la procaspase 3 qui va elle-même activer des substrats apoptotiques qui interviennent dans les événements ultimes de l'apoptose. La voie intrinsèque concerne donc essentiellement les dommages de l'ADN. Cette voie fait intervenir un anti-oncogène dont nous reparlerons largement dans un autre cours, qui est la P53. Donc la P53 a pu être nommée le gardien du génome parce qu'en présence de dommages de l'ADN, son expression augmente. L'augmentation du niveau de P53 normal augmente l'expression de la protéine pro-apoptotique Bax que nous venons de décrire. Cette protéine Bax va donc entraîner des modifications de perméabilité de la mitochondrie qui va libérer ces 2 facteurs pro-apoptotiques que sont le cytochrome C et l'AIF. Le cytochrome C est extrêmement important car il vient se lier sur APAF1, puis se lier sur la procaspase 9, ce complexe multimoléculaire entraînant la libération de la caspase 9 qui induit l'activation de la caspase 3, permettant ainsi de rejoindre la voie extrinsèque que nous venons de décrire. Donc pour finir sur ces voies moléculaires qui peuvent paraître un peu complexes, il est important d'insister que les différents niveaux de l'apoptose interagissent entre eux, puisque vous voyez que le cytochrome C, issu de l'activation de la voie endogène, va venir activer la caspase 3 qui est présent sur la voie exogène. Donc, après avoir décrit les éléments morphologiques, puis moléculaires intervenant dans l'apoptose, et je vous conseille éventuellement de faire une pause avant de voir la suite du cours, nous allons voir un élément qui fait intervenir et des données morphologiques et des données moléculaires, dont le but est de pouvoir caractériser l'existence d'un phénomène apoptotique dans des tissus ou dans des cellules. L'intérêt de cette approche est de pouvoir quantifier, faire le diagnostic de l'apoptose, ce qui aura des implications dans la caractérisation des phénomènes cancéreux ou des maladies dégénératives, mais aussi dans la recherche de nouveaux médicaments pour lutter contre ces maladies. Pour caractériser l'apoptose, on va donc pouvoir utiliser la caractérisation d'anomalies morphologiques, telles que nous les avons décrites au tout début de ce cours, caractériser la fragmentation de l'ADN, caractériser l'activation des protéases et les altérations de la membrane.
Vous avez ici des diapositives qui illustrent l'analyse morphologique de l'apoptose en utilisant des colorations nucléaires. Donc vous voyez en haut à gauche un colorant nucléaire qui permet de montrer des cellules au noyau condensé, ce qui est un résultat immédiat des anomalies morphologiques que nous avons vues au tout début de ce cours. Vous avez probablement du mal à repérer ces anomalies sur la coupe colorée et effectivement, cela reflète les difficultés qu'il y a à faire le diagnostic d'apoptose sur une coloration histologique. Pour aller un peu plus loin, on a pu utiliser des colorants nucléaires fluorescents tels que le DAPI, et vous voyez ici qu'il est effectivement beaucoup plus facile de voir un noyau rond, circulaire, régulier, par opposition au noyau fragmenté, irrégulier, que vous pouvez voir sur ces images. Il n'en reste pas moins qu'il est extrêmement difficile, même en fluorescence, de bien caractériser et surtout de quantifier l'existence d'une apoptose. Il a donc été proposé des solutions plus faciles, plus indépendantes de l'observateur pour caractériser l'existence ou non d'une apoptose dans des cellules ou dans des tissus. L'idée a été d'utiliser l'activation par les caspases des endonucléases. Donc c'est un phénomène essentiel qui est la base moléculaire des images de fragmentation nucléaire repérées initialement. Les caspases donc, activent les endonucléases. Les caractéristiques d'une endonucléase activée est de venir fragmenter l'ADN en le coupant. La fragmentation de l'ADN va faire passer l'ADN, qui est quelque chose de très long, de très gros, qui migre très difficilement dans un gel d'agarose. Laurent Pelletier vous a parlé dans les premiers cours des techniques de biologie moléculaire. Vous voyez sur le schéma de gauche la migration d'un ADN normal. On voit une seule bande en haut du gel qui ne migre pas ou peu parce que l'ADN est quelque chose d'énorme. Quand l'ADN va être fragmenté par les endonucléases, et vous le voyez sur le gel de droite, cet ADN coupé va migrer dans le gel d'agarose sous la forme de multiples fragments colorés par le bromure d'éthidium. Ceci donne une image typique en barreau d'échelle, et il est important de comprendre pourquoi cette fragmentation si régulière. Donc il faut pour cela revenir à la structure de l'ADN. Donc l'ADN est fait donc, de nucléosomes. Les endonucléases vont agir en internucléosomique. Ils vont donc couper de façon régulière tous les 200 paires de bases. Les fragments observés dans le gel d'agarose vont donc concerner des multiples de 200 paires de bases, expliquant donc cet aspect régulier en barreau d'échelle. Donc vous avez ici un exemple de ce qu'on peut observer. Vous avez à gauche les étalons de poids moléculaire pour savoir à quelle taille migrent les fragments d'ADN. Le premier puits concerne un ADN normal, il est non fragmenté, il y a donc une seule bande colorée par le bromure d'éthidium qui ne rentre que très peu dans le gel. Juste à côté de cet ADN normal, vous voyez des fragments de taille multiple, espacés de façon très régulière, qui correspondent donc à une fragmentation apoptotique de l'ADN, avec des coupures tous les 200 paires de bases. Donc cette technique est fondamentale, vous voyez qu'elle est beaucoup plus facile pour caractériser de façon beaucoup plus sûre l'existence ou non d'un phénomène apoptotique, et que ceci renvoie aux mécanismes les plus importants de l'apoptose que sont la fragmentation de l'ADN. Alors il peut être important de repérer dans le tissu l'existence
d'un phénomène de mort cellulaire. En effet, la mort cellulaire est un phénomène discret, et si on mélange toutes les cellules d'un tissu pour faire une technique de biologie moléculaire comme la migration en gel d'agarose, on risque de diluer les cellules en apoptose et de ne pas être capable de les repérer. L'idée a donc été de rechercher quelque chose qui corresponde à la migration en agarose, qui apporte la même spécificité par opposition aux colorants nucléaires dont je viens de vous montrer des illustrations. L'idée était la suivante: quand une endonucléase a coupé l'ADN, elle libère les extrémités 3' et 5', ce qui va permettre un marquage augmenté si on utilise des terminales transférases, c'est-à-dire des enzymes qui sont capables de couper à l'extrémité des brins d'acide nucléique. Dans un ADN normal non apoptotique, seules 2 extrémités vont être marquées. Si un phénomène apoptotique a été induit, des coupures multiples sont observées au niveau de l'ADN génomique, ce qui va se caractériser par un marquage très significatif par l'intermédiaire de la terminale transférase, qui va par exemple incorporer des bases marquées de façon fluorescente ou colorimétrique. Vous voyez ici des cellules. Donc à la partie supérieure de la photo, les images en contraste de phase. Il s'agit de cellules fibroblastiques pour lesquelles le facteur de croissance a été ôté de façon brutale. Un phénomène apoptotique massif est observé. Vous voyez ici la corrélation avec la technique que je viens de vous décrire. Vous avez ici le même type de marquage au niveau d'une muqueuse colique. Et vous voyez que dans un tissu normal, les images d'apoptose sont beaucoup plus discrètes. Ici encore, au niveau de l'endomètre, quelques cellules sont marquées, et vous le voyez ici, au niveau du ganglion spinal chez un rat. Vous voyez que ces techniques de marquage in situ sont très importantes, car elles vont pouvoir permettre de visualiser des phénomènes discrets. Il est extrêmement important de prendre en compte que la physiopathologie renvoie à des phénomènes qui peuvent être très difficiles à mettre en évidence, mais que des phénomènes discrets répétés au cours des années peuvent suffire à induire des pathologies humaines, comme en particulier les maladies dégénératives. Donc il est essentiel de prendre en compte l'étude de ces phénomènes discrets. Il est aussi possible de visualiser l'activité des enzymes caspases en incubant les cellules ou les tissus avec des substrats de ces enzymes qui vont être révélés de façon colorimétrique. C'est ce que vous voyez sur cette diapositive. Sur cette diapositive, vous pouvez voir la visualisation de l'effet des caspases, qui sont donc des protéases, sur les protéines, l'ensemble étudié sur des gels d'électrophorèse. Vous voyez, et ceci est répété pour chaque item, par exemple en C à droite, CPP32. Donc vous voyez qu'une protéine a été incubée sans caspase, puis avec les caspases, et vous voyez que ceci génère une fragmentation de la protéine qui est détectée. Vous avez ici un exemple de méthode expérimentale permettant de visualiser une activité caspase. Dernière modalité de visualisation de l'apoptose, qui est la détection des phosphatidylsérines par l'annexine 5. Ceci renvoie à un mécanisme extrêmement important survenant dans l'apoptose, qui est le flip-flop, l'inversion des résidus lipidiques membranaires, et en particulier l'exposition extracellulaire des phosphatidylsérines, habituellement intracellulaires. Dans une cellule normale non
perméabilisés, les phosphatidylsérines restent en intracytoplasmique et ne sont donc pas accessibles à l'annexine 5 qui a une affinité pour les phosphatidylsérines. Si on incube de l'annexine 5 couplée à un marqueur fluorescent comme le FITC avec une cellule normale, il n'y a donc pas de marquage. Quand survient l'apoptose, au contraire, les phosphatidylsérines intracytoplasmiques sont exposées à la partie externe de la membrane cytoplasmique. L'annexine 5 va donc venir se lier à ces phosphatidylsérines et, si elle est marquée de façon fluorescente, permettre donc une visualisation de l'apoptose. Donc si on résume la modalité de visualisation de l'apoptose par l'annexine, une cellule normale ne va pas être marquée par l'annexine. Une cellule apoptotique va exposer ces résidus phosphatidylsérines en extracellulaire. Elle sera donc marquée par l'annexine. Le problème survient pour les cellules nécrotiques. Les cellules en nécrose présentent une perméabilisation de la membrane cytoplasmique. Il n'y a pas d'exposition extracellulaire des phosphatidylsérines, mais les marqueurs tels que l'annexine, du fait de la perméabilisation membranaire, vont avoir la capacité de rentrer en intracellulaire et vont donc entraîner un marquage positif par l'annexine. On est donc incapable de différencier par le marquage isolé par l'annexine les cellules en apoptose des cellules nécrotiques. Il faut ajouter un deuxième item descriptif qui est la description de l'existence d'une perméabilisation de la membrane qui n'est présente que dans les cellules nécrotiques. Donc pour cela, il suffit d'utiliser un colorant nucléaire tel que le iodure propidium qui ne pénètre dans les cellules que si elles présentent une perméabilisation membranaire. Ainsi, les cellules nécrotiques sont marquées au niveau du noyau par le iodure propidium. Les cellules apoptotiques et les cellules normales ne sont pas marquées par le iodure propidium. Par cette combinatoire de deux marquages, les cellules normales ne sont pas marquées par l'annexine et ne sont pas non plus marquées par le iodure propidium. Les cellules en apoptose sont marquées par l'annexine, mais ne sont pas marquées par le iodure propidium car elles n'ont pas de perméabilisation membranaire. Au contraire, les cellules nécrotiques, malgré l'absence de modification des phosphatidylsérines, sont marquées par l'annexine parce qu'elles sont perméabilisées. Elles sont donc aussi marquées par le iodure propidium. Donc c'est ce que vous voyez illustré sur cette diapositive où vous voyez le marquage des cellules en rouge par le iodure propidium, en vert par l'annexine. Vous voyez sur les flèches rouges les cellules marquées seulement par l'annexine et qui ne présentent aucun marquage rouge, donc aucun marquage par le iodure propidium, ce qui signifie qu'elles n'ont pas de perméabilisation, mais qu'elles exposent les phosphatidylsérines au niveau extracellulaire. Il s'agit donc de cellules en apoptose. Ce marquage isolé par l'annexine 5 s'oppose à celui observé sur la cellule repérée par la flèche bleue, où vous pouvez voir l'association d'un marquage vert par l'annexine associé à un marquage rouge par le iodure propidium, ce qui signifie que la cellule a été perméabilisée. Il s'agit donc d'une cellule en nécrose. Vous revoyez ce type d'image sur la diapositive suivante. En haut, les images en microscopie de contraste de phase. En bas, le marquage avec l'annexine, cette fois en rouge, et le colorant nucléaire de l'ADN en vert. Vous voyez donc des cellules qui ne sont pas marquées par les colorants nucléaires, mais qui sont marquées en rouge.
Il s'agit donc de cellules en apoptose. Et vous voyez au contraire des cellules qui sont marquées en vert par le colorant nucléaire, tout en étant marquées en rouge par l'annexine. Il s'agit de cellules en nécrose. Alors ces différents éléments très techniques de caractérisation de l'apoptose sont extrêmement importants car ils vont être les outils dont nous allons disposer pour caractériser l'existence ou non de l'apoptose dans les tissus pathologiques. Alors, quelle est à nouveau la situation de l'apoptose en pathologie humaine? Première intervention dans la cancérologie, quand il y a un défaut d'apoptose, c'est-à-dire une prolifération non régulée, ceci va donc favoriser la survenue du cancer, et au contraire, dans des pathologies où il va y avoir un excès d'apoptose, donc une disparition exagérée de cellules, et c'est ce qu'on voit essentiellement dans les maladies dégénératives. Alors l'apoptose, on l'a déjà vu, elle intervient de façon physiologique, c'est extrêmement important. L'apoptose est un phénomène normal, et c'est dans le développement que l'apoptose a été individualisée au début, par Kerr en 1972. Et c'est aussi ce qu'on a pu voir dans C. elegans, c'est-à-dire la notion fondamentale que le développement normal d'un organe s'effectue par modelage, comme le sculpteur, c'est-à-dire que des cellules sont produites en excès et que certaines vont devoir mourir pour qu'un développement harmonieux, normal, physiologique puisse se mettre en place. À l'âge adulte, l'apoptose reste physiologiquement importante, au sens où dans tout tissu normal, il existe une balance entre le renouvellement cellulaire assuré par les mitoses, suivi d'une différenciation des cellules spécifiques de la fonctionnalité du tissu. Ces cellules, quand elles vont vieillir, vont être éliminées par apoptose. Il doit donc exister une balance entre la mort cellulaire consistant à éliminer des cellules qui ne sont plus fonctionnelles et le renouvellement cellulaire. Il faut donc des facteurs de croissance, des phénomènes apoptotiques pour assurer cet équilibre physiologique. Une autre intervention physiologique extrêmement importante de l'apoptose est au niveau de la régulation du système immunitaire, où l'apoptose est responsable de l'élimination des lymphocytes T autoréactifs, c'est-à-dire des lymphocytes T qui sont capables de reconnaître les antigènes du soi, donc des lymphocytes qui pourraient entraîner la destruction d'un individu et qui doivent être, pendant le développement, éliminés, en particulier au niveau du thymus, pour générer ce qu'on appelle la tolérance du soi, et donc générer une sélection des lymphocytes B capables d'entraîner une réponse immunitaire spécifique, mais non dirigée contre les épitopes du soi. Alors, l'intervention pathologique de l'apoptose survient et est extrêmement importante en cancérologie. Donc on peut trouver, après irradiation et après chimiothérapie, des foyers de nécrose, mais aussi d'apoptose, ce qui montre que l'utilisation de l'apoptose va être une voie thérapeutique extrêmement importante en cancérologie. Un premier exemple est l'utilisation de la suppression hormonale à visée thérapeutique. Ceci est fait dans le cancer de la prostate avec les antiandrogènes, ou dans le cancer du sein, ou dans les cancers du sein hormonodépendants. On va utiliser des drogues anti-estrogènes ou anti-progestérone qui ont en elles-mêmes un effet antitumoral. De la même façon, les corticoïdes, dans certaines leucémies et lymphomes, induisent un effet antitumoral via l'apoptose. Dans l'immunothérapie, les lymphocytes cytotoxiques sont tueurs par induction de l'apoptose de la cellule cible. Vous voyez donc que la cible
moléculaire apoptose va être extrêmement importante dans le développement de nouveaux traitements en cancérologie. Ces traitements vont pouvoir être beaucoup plus élaborés que l'utilisation de la suppression hormonale, avec par exemple l'introduction de peptides capables d'activer la fonctionnalité des protéines pro-apoptotiques ou par l'intermédiaire de stratégies de thérapie génique permettant de réintroduire l'expression des gènes pro-apoptotiques dans les tumeurs. Ces essais ne sont pas des perspectives de science-fiction, au sens où dans les lymphomes, des molécules antisens, capables donc de neutraliser l'expression des gènes, sont déjà utilisées en essais cliniques pour neutraliser l'expression du gène anti-apoptotique BCL2 et donc augmenter in fine la mort cellulaire. L'apoptose est aussi impliquée dans d'autres pathologies et à l'opposé de la cancérologie, les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, comme la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Parkinson présentent des phénomènes de mort cellulaire où intervient des mécanismes apoptotiques. La mise en place de molécules permettant d'inhiber, par exemple, l'activité des caspases est actuellement testée pour ralentir la mort cellulaire dans ces pathologies. Au contraire, une apoptose incontrôlée, aiguë, est observée dans certaines maladies auto-immunes ou par exemple dans les hépatites fulminantes, où une apoptose suraiguë incontrôlée est responsable de la destruction du foie, entraînant donc une hépatite le plus souvent mortelle.